Ouais, c'est bon, ça marche. Bonjour. Bienvenue à tous dans cette conférence qui va être dédiée aux grands changements de Google Ads sur 2024 et ses nouveautés. Ça sera mieux avec ça. Donc cette conférence va durer à peu près 3/4 d'heure. On va parler pendant 30-35 minutes évidemment de Google Ads, des changements et des nouveautés. Puis on va garder 5-10 minutes de questions que vous allez avoir autour de tout ça. Même si ça sort un petit peu de Google Ads et que c'est du web marketing au sens large, venez nous voir. On y répondra avec plaisir. Un petit sondage pour démarrer, pour savoir qui est dans la salle. Qui ici a déjà des campagnes Google Ads actives et qui s'en sert ? Voilà. Dis donc, on a un public averti. Donc il y a quand même pas mal de monde là qui ont levé la main. Je dirais un peu plus de la moitié de la salle. Pour les autres qui sont en découverte, je vais vulgariser un petit peu certaines slides, donc vous inquiétez pas, je ferai en sorte que ça soit le plus clair pour vous. Alors, pour nous présenter, nous aussi, qui sommes-nous ? Donc, on est l'agence Ad Premier. Donc, on est une agence de web marketing avec un positionnement transversal. Donc, depuis 10 ans, notre mission, nous, c'est d'aider le développement commercial de nos clients via les leviers du web marketing et ses innovations. Donc, Google Ads, donc le SEA, le SEO, les réseaux sociaux, le SMA, la data. On va beaucoup en parler d'ailleurs aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, on va principalement aussi se concentrer sur Google Ads. Et pour Google Ads, on fait partie des top 3% des meilleures agences Google Ads de France et on est gagnant top 2 au concours digital champion Google Ads Europe. Voilà. Je vous présente Maxime, mon collaborateur, qui est expert et team leader Google Ads chez Ad Premier. Il va intervenir pour compléter mes propos, si je dis des bêtises, et pour la partie questions à la fin. Et de mon côté, je suis Jonathan, donc moi je suis le directeur général et je vais être l'intervenant principal tout au long de cette conférence. Vous avez dû avoir un flyer où il y a un QR code dessus. Vous pouvez télécharger la présentation si vous le souhaitez avec ce QR code. Alors, démarrons, si vous le voulez bien, par recontextualiser un petit peu Google Ads. Donc, depuis 4 ans, on voit que Google Ads automatise au maximum les choses. On a eu ce qu'on appelait les 3A, audience, attribution, automatisation, qui était dans une logique de big data, voilà, avec des données beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes. Ça a donné ensuite que nos campagnes shopping, vous savez, cette fameuse campagne avec photo du produit plus prix, ont évolué vers des campagnes de smart shopping. Donc là, avec un début de boîte noire, on avait accès à de moins en moins de choses. Et ensuite, en 2021, ça a abouti aux fameuses campagnes Performance Max, qui, elles, sont très automatisées et très algorithmes. Clairement, là, Google Ads est dans un changement de paradigme. Il se concentre, et d'autant plus à l'ère du cookie-less, il se concentre sur les audiences et un peu moins sur les mots-clés. D'ailleurs, c'est ce que la campagne Performance Max fait, puisqu'on n'a plus le ciblage exact. Pour les dinosaures de Google Ads qui l'ont connu, on n'a plus le ciblage exact. Google veut les mots-clés en large, parce que derrière, ce qu'il cherche, c'est à les capter plus d'audience, plus de data, et donc il est plus susceptible d'aller vous chercher des conversions, donc des ventes, du lead, etc. Il y a un témoignage qui est intéressant à ce sujet que j'ai vu sur LinkedIn. Donc c'est un gestionnaire de compte qui cherchait de l'aide en fait. Il disait je comprends pas, mon compte, il y a une refonte sur le site web de mon client, toutes mes performances, j'arrive pas à les retrouver. Pourtant j'ai les mêmes mots-clés avant la refonte et après la refonte. Donc là on se dit un mot-clé, il n'y a pas plus précis pour aller chercher une audience précise. Et malheureusement, on n'arrive pas à récupérer les mêmes stats qu'auparavant. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que derrière ces mots-clés, Google va chercher des audiences. Et s'il se passe quelque chose et qu'on efface l'historique du compte, malheureusement, Google va comprendre que les audiences qu'il avait derrière ces mots-clés ne sont pas les bonnes. Et donc, il va aller en quête, en recherche de nouvelles audiences. Et ça ne marche pas, forcément, puisque les audiences initiales étaient les bonnes. Donc, témoignage hyper intéressant. La conclusion, c'est que là, on comprend que Google se base beaucoup plus sur des audiences et beaucoup moins sur des mots-clés. Et est-ce que ça ne vous rappelle pas une autre régie publicitaire, ça ? Moi, ça me rappelle Meta. Facebook Ads, Instagram Ads, ils sont vraiment dans cette logique d'audience. Google Ads, à l'origine, c'est vraiment du mot-clé intentionniste. C'est ce qui a fait des ROI puissants sur Google Ads. C'est, si je tape « acheter guitare Fender », c'est très probablement que je vais en acheter une, à l'opposition de Facebook Ads. Au milieu, voilà, pardon. Souci
stand up. Et donc à l'opposition de Facebook Ads, où eux, ils sont plutôt en push, donc ils vont envoyer un visuel avec une guitare Fender, et le but de l'algorithme, c'est d'aller chercher l'audience qui est susceptible d'acheter, de convertir sur ce push. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que maintenant, Google Ads essaye de rattraper son retard vis-à-vis de Meta, puisque derrière son pool avec ses mots-clés d'intentionniste, il cherche à faire du push et à nous inciter à aller chercher plus d'audience. Donc c'est d'ailleurs la promesse de Performance Max, on le voit, ils nous mettent du display, de la vidéo, etc. Et de la nouvelle campagne toute récente de Gen, on en parlera un peu plus bas. Et c'est d'autant plus important parce qu'on arrive sur l'ère du cookieless, sujet grand changement aussi, on va parler un peu plus bas, de bien utiliser vos datas et du coup d'aller chercher les bonnes audiences. Donc les grands changements pour Google Ads. Il y en a deux, si vous devez retenir les deux choses dont on va parler en détail évidemment, c'est la montée en puissance de l'intelligence artificielle, évidemment, on en parle partout, mais c'est aussi appliqué pour Google Ads, et la fin du cookieless et travailler votre data. Donc, le data, c'est un mot que vous allez entendre un peu partout, donc là c'est vraiment la data liée à Google Ads, on en parlera aussi un peu plus bas. Donc le cookieless, donc on l'a dit en introduction, Google veut beaucoup plus travailler les audiences et beaucoup moins les mots-clés. Donc tout ça, c'est possible, mais bientôt, on n'aura plus de cookies. Donc le cookie, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est ce petit fichier qui est stocké sur un navigateur, donc probablement sur Chrome pour la plupart d'entre nous. Google se met au diapason, donc on va avoir moins de possibilités d'aller chercher les cookies. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Ça va être, pour vous, marketeux aujourd'hui, la question, c'est comment je vais continuer à travailler mes campagnes publicitaires sans cookies. Donc il y a des solutions, on va en parler un petit peu en détail. Alors pour ceux qui sont débutants, ça va être un peu flou, voire ça va être du chinois, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux de comment ça consiste et comment on peut avancer dans un monde publicitaire sans cookies. Donc le cookie, c'est quand même la pierre angulaire du marketing digital. Sans ça, vous ne remontez pas vos conversions, vous ne savez pas la rentabilité de vos campagnes. C'est vraiment, pour nous, ça va être capital. Donc la première chose, ça va être de mieux travailler ce qu'on appelle la data first party. Donc là, on vient de parler du cookie tiers, donc de la third party. Maintenant, on parle de la first party. Donc là, vous vous posez peut-être la question, quelle est la différence? La first party, ça va être les données que vous avez collectées de vos clients. Donc c'est ce qui est présent sur votre CRM ou votre PRM. C'est hyper utile pour Google Ads. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir injecter cette information dans l'outil et ça va être profitable. Donc en fait, la data first party, vous allez savoir qui sont vos meilleurs clients, par exemple. Vous allez savoir qui sont les clients qui convertissent le plus, qui achètent le plus, etc. Donc ça va être une vraie mine d'or à injecter dans Google Ads parce qu'on va avoir avec le cookieless forcément moins de conversions, moins de data, pardon. Donc à nous d'aller en donner un peu plus et on va devoir travailler sur ça. En fait, notre métier, il change un petit peu. C'est-à-dire qu'avant, on était concentré sur l'outil Google Ads à travailler des mots-clés. Maintenant, il va falloir sortir un peu de Google Ads et aller travailler des données pour lui injecter un peu plus de nourriture, les bons ingrédients à cet algorithme pour mieux travailler. Donc oui, ça va prendre du temps et ça va prendre de l'argent de faire tout ça, mais ça va être un cercle vertueux parce que ça va nourrir vos campagnes Google Ads et ça va aller directement vers votre bonne audience, vos bons clients. Donc c'est un mal pour un bien. Donc je vous ai mis là les premières missions que vous pourriez faire. On ne va pas les détailler parce que ça prendrait un petit moment. Là, ce que je vous invite, c'est plutôt de télécharger la présentation après pour le regarder tranquillement. La question que vous vous posez certainement, c'est super, moi j'en ai de la data first party, je connais un peu mes clients, voilà, j'ai mon CRM, mon PRM, mais comment je fais pour le communiquer à Google Ads? Donc là, bonne nouvelle, Google Ads depuis quelque temps permet d'intégrer la plupart des CRM, PRM sur l'outil, donc il y a simplement à trouver son outil et à le connecter, enfin simplement. Et après, si vous en avez un qui est un peu plus exotique, vous avez Zapier, qui va permettre de faire le pont. Donc ça, c'est quelque chose à retenir.
Si vous travaillez vos comptes ou si vous travaillez avec des agences, parlez-leur un peu de ce côté-là, c'est-à-dire comment je peux connecter un peu mes informations de mon CRM et mon PRM pour améliorer mes campagnes, tout simplement. Le second point, alors juste une petite pause, ça va mieux. Le second point, ça va être Google Analytics 4, la seconde option pour aller chercher des audiences. Est-ce que déjà tout le monde a bien fait sa bascule Universal Analytics RGA4? Ouais, je vois beaucoup de têtes ça. Donc super, ça c'est très important. Alors l'outil est beaucoup plus complexe, mais il y a des choses quand même positives. Dans GA4, à mon sens, ce qui est très très bien, c'est qu'on peut créer des listes dans GA4 et s'en resservir dans Google Ads. Là, la CNIL nous laisse tranquille. On a le droit de le faire, c'est OK. Ça alimente encore une fois nos audiences. Ça alimente notre algorithme. Il est bien nourri. On a des bonnes performances sur Google Ads. Donc, 3 manières de travailler ces listes GA4 pour votre compte Google Ads. Les faire manuellement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose pour les habitués qui est assez simple. Je veux prendre une liste d'audience d'une personne qui est arrivée sur telle page et je veux la travailler dans mes campagnes. Voilà. Il y a des audiences, deuxième option, des audiences préconfigurées. Donc là, ça peut être du remarketing, retoucher mes utilisateurs d'il y a 7, 10, 15 jours. Et la troisième possibilité que je trouve la plus intéressante, ce sont les audiences prédictives. Les audiences prédictives, c'est pouvoir cibler les acheteurs potentiels avant même qu'ils aient manifesté un intérêt évident d'achat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Google, c'est avant vous-même que vous allez passer à l'achat. Donc je trouve ça assez incroyable. Donc vous pourriez constituer une liste, une audience, qui dit je veux cibler les clients les plus susceptibles d'acheter dans les 7 prochains jours. Et après, ça, on peut le pousser dans l'outil Google Ads et dans une campagne en particulier. Ça permet de booster le ROI de la dite campagne. Le Consent Mode V2. Alors, là aussi, c'est un sujet d'actualité et c'est aussi un grand changement. Est-ce que tout le monde ici a entendu parler du Consent Mode V2? Ouais. Alors, il y a beaucoup de monde qui a hoché la tête, d'autres qui sont un peu dans le flou. Le Consent Mode V2, c'est la RGPD qui nous contraint. Donc le Consent Mode V1, on l'a connu. Maintenant, le Consent Mode V2, c'est une évolution où la RGPD, la CNIL, nous demande d'accepter le consentement des cookies publicitaires. C'est cette fameuse bannière quand vous arrivez sur un site, tout accepter, tout refuser. Maintenant, ça, c'est obligatoire. Par contre, pour Google Ads, il faut aussi que ça soit une bannière, une CMP, donc une Consent Management Platform, une CMP, l'acronyme que vous entendrez plus souvent, qui est partenaire avec Google. Donc là, il existe une liste. Si ça vous intéresse, venez nous voir et on vous la partagera. Donc il faut qu'elle soit partenaire Google, cette CMP, et ensuite que vous la configurez pour accepter la publicité Google Ads. Ça va être très important, ça c'est actif depuis le 6 mars. Si vous ne le faites pas, Google Ads va vous priver d'utilisation d'audience précise, remarketing, de choses très intéressantes. On estime que si vous ne mettez pas ça en place, au-delà de se prendre une amende assez colossale, mais peu probable de la CNIL, vous allez perdre à peu près 20% de votre chiffre d'affaires, donc lead, vente, etc. Donc la chose à retenir, si aujourd'hui vous faites de la publicité et que vous n'êtes pas à jour sur le Consent Mode V2, mettez-vous au diapason parce que ça va. Là, vous avez une petite inertie sur les campagnes, donc ça va aller sur la rentabilité, mais ça va finir par chuter petit à petit. Donc, sujet majeur, grand changement, et il faut l'appliquer le plus rapidement possible. Enfin, la quatrième solution de cette fin de cookie, et pour moi, c'est une solution qui va être la plus robuste. Même pour moi, les grands gagnants 2025 sont ceux qui auront mis ça en place, c'est-à-dire le server-side. Le server-side, c'est la meilleure solution pour la fin du cookie tiers. Donc le cookie tiers, pour le rappeler, c'est considéré intrusif. On s'en sépare. Juillet 2024, plus de cookie tiers. Donc problème, mes campagnes sont moins nourries parce que j'ai moins de cookies qui remontent, j'ai moins d'informations sur mes visiteurs, j'ai moins de conversions. C'est la bérésina. Là, le compte Google Ads, il chute. Ça, c'est évident. Donc, pour contrer ça, le server-side est la solution vraiment la plus costaud. Ça vous permet de faire remonter à peu près 20% de données que vous avez perdues à cause de la fin de ce cookie tiers. Ça vous permet, au-delà de ça, de gagner un peu de temps aussi de chargement. Quand on sait que 0,1 seconde gagnée, c'est 8% de conversion en plus,
ça vaut le coup. Ça contourne les ad blockers, qui aussi vous enlèvent un petit peu de data, de données, et pénalise vos campagnes. Et ça prolonge la durée de vie du cookie. Donc ça prolonge votre audience. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, les audiences, c'est devenu l'ingrédient clé pour Google Ads. J'insiste vraiment là-dessus pour ceux qui veulent rester numéro 1 au top dans leur campagne Google Ads. Pensez au server-side. S'il y a une petite chose aussi à retenir, on ne peut pas tout retenir d'une conférence, mais s'il y a une petite chose à retenir, server-side avec vos équipes, vos agences ou vos équipes en interne qui gèrent la partie campagne SEA. Grand changement ici aussi, ça va être Google Search Generative Experience. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est en bêta dans 120 pays, dont les États-Unis. Ça va arriver en Europe. Notre façon de faire les recherches va changer. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que ChatGPT est un peu en train de prendre une petite audience. Certains commencent à faire leurs recherches avec ChatGPT. Donc, tout ça évolue. Notre manière de... Alors, normalement, c'est une petite vidéo qui défile sur le... C'est un GIF qui défile. On peut peut-être demander à notre cher ami son. Il y a une toute petite lecture sur l'image, si on peut la mettre. Oh, formidable. Ben voilà, ça déroule, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que vous allez voir? Et comment ça va s'adapter à l'environnement publicitaire? C'est qu'on voit que notre moteur de recherche n'est plus du tout le même. On voit du shopping, de la vidéo, de l'image, des tas de choses en fait. Donc la manière dont vous allez rechercher une information sur Google va complètement évoluer. Il y a de l'IA, voilà, l'IA générative prépare des textes plus costauds. Donc là, les grands gagnants aussi qui vont bien s'adapter à SGE, ça va être ceux qui vont avoir du contenu média, de l'image, de la vidéo. On sait qu'en général, on n'a pas souvent du contenu média, mais ça va devenir un ingrédient clé sur ce grand changement qui est prévu dans les mois à venir. Là, on va passer sur les nouveautés qui sont en bêta. Donc les bêtas, c'est des choses qui peuvent être autorisées aux agences qui sont Google Partner premiers. Donc si vous avez des choses qui vous intéressent, venez nous voir, on fera en sorte de whitelister votre compte. Donc ça fait un bel enchaînement avec ce qu'on vient de voir avec SGE, c'est Gemini, l'intelligence artificielle de Google, qui va être intégrée à Google Ads. Donc je trouve ça assez incroyable. Ça se passe ici, là, dans l'espace de chat avec le rond qui est en train d'entourer. Vous allez mettre l'URL de votre site web et l'IA va être capable de créer toutes vos campagnes. Donc les assets, les titres, les descriptions et même de générer des images. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir faire des A/B tests d'images, etc. Et je pense qu'à mon avis, ça ne va pas tarder à évoluer, même à nous injecter de la vidéo. Donc hyper intéressant. La question qu'on se pose, c'est comment Gemini va nous faire quelque chose de propre? Sur quoi il va se baser? Un peu comme ChatGPT, de toute façon c'est le même principe. Il va aller scroller votre site internet, il va aller voir toutes les pages, et là vous comprenez l'enjeu, ça va être d'avoir un site web bien écrit. Parce que déjà ça sert à vendre mieux évidemment, mais surtout parce que les robots de Google vont aller piocher sur votre site web. Donc nous aussi, là, en ce sens, on a mis en place des services de copywriting chez AdPremier, parce que ça va être un enjeu clé dans les mois et les années à venir d'avoir un site web très bien rédigé. Voilà. Au-delà de ça, les résultats attendus grâce à Gemini, c'est une amélioration de la qualité du compte. Donc vous avez une petite note sur le compte Google Ads qui va de 0 à 10. Mieux vous êtes noté, moins vous payez votre coût par clic. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez en théorie des campagnes qui vont être beaucoup mieux structurées parce que des annonces plus diversifiées, c'est vrai qu'on a tendance à se répéter. Donc là, l'IA va nous aider à varier les titres, les descriptions, etc. Et moi, ce que je trouve de plus en plus intéressant, ça va être les images. Donc là, on va pouvoir générer des images automatiquement en fonction de notre produit ou de notre service. Donc de l'A/B testing, etc., etc. Donc grande nouveauté. Ce qui va être intéressant, ça va être de combiner l'intelligence artificielle et votre savoir-faire technique sur Google Ads. Là, les deux fusionnés, parce qu'il va falloir le guider, c'est comme un prompt, il va falloir le guider. Donc tout ça, les deux combinés, ça va faire un cocktail explosif, mais hyper intéressant. La campagne Demande Gen, ce n'est pas une nouveauté, c'est très récent, et ça vaut le coup de s'arrêter dessus. C'est vraiment la campagne que Google met plein phare dessus. Elle pousse les annonceurs, les agences à les créer et à les utiliser.
elle permet de convertir sur les emplacements les plus visuels de Google. Donc là, on pourrait même dire que c'est la campagne sociale de Google. Donc on en parlait en introduction en disant que Google essaye de rattraper son retard vis-à-vis de Meta. Là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des campagnes qui vont être dans le push, donc dans le visuel, sur des audiences. Vraiment, on est dans une logique d'audience comme Facebook Ads et Instagram Ads. En plus, c'est plutôt sympa pour les e-commerçants parce qu'on peut rajouter un flux produit. Et elle remplace, pour ceux qui s'en rappellent, la campagne Discovery. Donc elle est un peu plus riche que la campagne Discovery de l'époque. On peut aller sur YouTube Short, InStream, InFeed, Discover et Gmail. Ensuite, on a, là aussi, je trouve ça top, qui ici a des vidéos et s'en sert à des fins publicitaires. Ah, donc voilà, on a à peu près 10-15% de la salle, donc ça fait malheureusement pas beaucoup de monde. Google nous répète depuis des années que c'est le format, la vidéo c'est un format d'avenir, que c'est super et on est tous convaincus de ça. Par contre, on est aussi convaincus que ça coûte très cher de faire de la vidéo. Donc tout le monde ne pouvait pas se permettre de faire de la vidéo. Là, ils vont lever ce frein majeur en permettant l'accès à la bibliothèque vidéo de YouTube. Donc vous allez pouvoir piocher des vidéos existantes qui peuvent correspondre plus ou moins à votre offre de produit ou de service et personnaliser avec du texte. Donc là, pour se rapprocher de plus en plus de votre business. Ça va permettre de lancer enfin des campagnes de vidéos plus facilement, d'aller chercher une nouvelle audience sur YouTube. Et aussi des belles économies, on ne va pas se cacher. Toujours sur YouTube, nouveauté intéressante aussi, sur les shorts. Donc les shorts vidéo, c'est lorsque vous lancez l'application YouTube, c'est la première vidéo qui se lance, c'est une short. Donc ça dure 10, 15, 20 secondes, c'est très court. C'est très addictif, hein. Vous commencez avec un tuto de cuisine, vous finissez avec une explication de l'expansion de l'univers en 15 minutes. Voilà, là, ils ont compris qu'il y avait quand même un endroit où il y avait beaucoup de visibilité. Vous pouvez être le premier à avoir une vidéo sur ce format, sur ce short, donc vous avez la plus grosse audience avec une vidéo publicitaire dès le démarrage de l'application YouTube. Les campagnes PerfMax évoluent pour le local, donc pour ceux qui ont des business, des magasins physiques par exemple. Performance Max était limité. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ça va être beaucoup plus riche. Ça va pouvoir aller sur Google Maps, les Promoted Pins et les annonces locales. Une nouveauté très intéressante ici, c'est la création d'un flux automatique. Alors, certains d'entre vous, plutôt les e-commerçants, du coup, passent par des agrégateurs de flux ou voilà, des plugins pour avoir un flux produit dans son Merchant Center. Google démarre, là, avec les inventaires locaux, donc démarre plutôt en test, sur générer un flux sans qu'on puisse passer par des agrégateurs. Donc, c'est basé sur deux solutions possibles. On place un script, donc un pixel, sur le site web, et puis ça autorise les robots de Google à aller inspecter vos fiches produits, ou tout simplement sur le crawl. Donc, il va aller, encore une fois, se crawler votre site et voir vos produits. Donc là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que si ça fonctionne bien sur les inventaires locaux, ils puissent le déployer à plus grande échelle sur les campagnes shopping, par exemple. Donc c'est intéressant parce qu'on a tous des problèmes avec les agrégateurs de flux. Donc si ça, on pouvait résoudre, ça permettrait des économies sur ce point-là. Nouveauté sur les PerfMax, les thèmes de recherche. À ne pas confondre avec les termes de recherche. Imaginons, quelqu'un est en train d'acheter une voiture, il souhaite acheter une voiture. En sujet connexe, il va se demander est-ce qu'il prend une hybride, une thermique, une 100% électrique. Donc ce sont des mots-clés sur lesquels la personne qui vend une voiture n'irait pas investir sur ce côté hybride, 100% électrique, etc. Ça serait pas rentable, mais ça reste un sujet connexe intéressant pour l'audience. Donc là, l'intelligence artificielle, elle n'arrive pas quand même à aller déterminer ces sujets connexes. Vous pouvez l'aider un petit peu en renseignant des sujets qui font à peu près partie de votre business pour, encore une fois, aller capter un peu plus l'audience. Donc là, je laisse le tuto de comment ça marche. Vous pouvez encore une fois télécharger la présentation pour le faire. Mais le but, c'est de décupler encore une fois, de toucher le maximum de personnes qui seraient intéressés plus ou moins par votre produit ou votre service. Les campagnes Showroom Ads, très intéressant là aussi, on voit que
ces campagnes qui sont à la base du search. Donc tout le monde connaît le search, c'est très aride, titre, description. On a tous un peu les mêmes titres et les mêmes descriptions. Là, je trouve ça très agréable. Ils sont en train d'évoluer en termes du X et du Y. Ils vont mettre du visuel. Donc là, on le voit avec les campagnes Showroom Ads qui seront toujours dans les campagnes Performance Max. On va pouvoir se démarquer un petit peu de nos concurrents en rajoutant du visuel. Donc il va falloir connecter le Merchant Center, évidemment, pour aller chercher les visuels. Mais ça va nous permettre d'avoir des annonces search beaucoup plus sexy, beaucoup plus sympa, avec avoir un meilleur taux de clic au final. On voit que Google améliore son UX et son UI. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, ça sera plutôt des annonces qui seront affichées en milieu de tunnel de conversion. Mais en tout cas, on attend des beaux ROI sur cette typologie de campagne. Donc là, encore une fois, les visuels, le média est à l'honneur. Donc gardez en tête qu'il va vraiment falloir travailler cette partie visuelle. On voit aussi là qu'ils mettent l'accent sur des verticales bien dédiées avec un bel UX, un bel UI. Donc les campagnes véhicules ads qui sont récentes. Il y a des campagnes maintenant pour les things to do, donc que faire à Paris, que faire à Cannes, etc. Et les campagnes aussi pour des locations, appartements, Cannes, etc. Donc on commence vraiment à se verticaliser par thématique et ils essayent vraiment de faire des choses de plus en plus visuelles. Je trouve ça bien parce que ça nous donne encore un avantage sur le SEO, avoir du visuel. Eux, ils n'ont pas le droit d'avoir autant de visuels que ça. Donc encore un bel avantage à mettre en place. Un nouvel outil qui va sortir sur Google Merchant Center Next, ça va être un outil gratuit qui va vous permettre d'optimiser vos photos. Donc moi je trouve ça top. On va pouvoir créer des mises en scène, avoir un fond, on peut lui dire mets-moi un fond gris, mets-moi un fond avec de la pluie, etc., etc. Donc pour l'A/B testing c'est super. Même si on a une résolution qui n'est pas top, il sait le remettre au propre. Donc ça va nous faire évidemment économiser beaucoup de temps et nous faire gagner de l'argent aussi parce que l'A/B testing nous permettra de maximiser nos ventes avec cet outil Studio Produit. Alors sur PerfMax, donc là on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique mais très important, on peut guider un petit peu les campagnes pour être beaucoup plus héroïstes. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement configurer vos campagnes en disant moi j'en ai un petit peu marre de payer pour les mêmes clients qui me connaissent déjà. Je suis prêt par contre à payer un coût par clic beaucoup plus cher, beaucoup plus élevé sur quelqu'un qui ne me connaît pas, mais qui cherche quand même mon produit. Là, on comprend pour les business qui ont une base de clients conséquente d'arrêter de racheter toujours les mêmes clients pour protéger sa marque. Donc ça, c'est une possibilité que vous pouvez faire. Inutile de payer le même prix pour une clientèle qui va être différente. Vous pouvez même, toujours en faisant communiquer votre CRM, PRM, vos data à l'outil, lui dire moi, voilà, tu sais qui sont mes bons clients, donc les high value, tu sais qui sont mes meilleurs, qui ont la meilleure LTV, donc ceux qui achètent le plus durant toute leur durée de vie. Moi, c'est sur ça que je veux tartiner. C'est là où je veux mettre un coût par clic très fort, puisque c'est mes clients les plus quali. Donc, je te guide là-dessus. Vas-y, je te mets une enchère plus élevée. Et de la même manière, vous pouvez, les lapsed customers, vous pouvez retoucher des clients dans votre base de données qui ne sont pas revenus depuis un petit moment. Ça vous permet de les réengager. Donc là aussi, très intéressant. Donc, on voit bien que Google, là, ils essayent de vous dire travaillez un peu votre data. Nous, il y a matière pour qu'on puisse optimiser le ROI de vos campagnes grâce à ça. Donc là encore, on sent qu'ils vous demandent là, de vraiment communiquer vos data first party. On en revient à bien connecter son CRM. Donc cette conférence, ça s'achève déjà, malheureusement. En conclusion, qu'est-ce qu'on vient de comprendre et qu'est-ce qu'il faut en retenir? Donc déjà, c'est que Google Ads se base beaucoup plus sur de l'audience et beaucoup moins sur du mot-clé. Ils essayent clairement de rattraper leur retard vis-à-vis de Meta. Ça se voit, ils essayent de pousser la diffusion tout support avec Performance Max, la campagne Demand Gen et des autres formats maintenant qui arrivent comme les Showroom Ads et les créateurs de promotion. Donc ils mettent vraiment le paquet là-dessus, donc il va falloir travailler vos contenus, images, vidéos, et aussi le texte pour les robots. Google Ads va avoir de plus en plus besoin d'utiliser vos data first party ou autres pour nourrir son algorithme. Ça, c'est très important parce que votre métier, pour ceux qui utilisent Google Ads tous les jours, ça va être maintenant de devenir
des éleveurs d'intelligence artificielle. Ça pourrait être d'ailleurs le nouveau nom des gestionnaires de compte. L'intérêt que vous envoyez les bonnes informations, c'est-à-dire la bonne nourriture à Google Ads, va faire en sorte que vous ayez des bonnes performances sur votre compte. Et en sens inverse, par contre, si vous ne lui donnez pas les bonnes infos, c'est la descente aux enfers. Donc voilà, il va falloir vraiment apprendre à bien travailler sa data, à bien comprendre l'IA de Google pour optimiser vos performances. Alors, qu'est-ce qui va devenir pour les comptes qui n'ont pas de data ? Donc les plus modestes, à mon sens, les campagnes manuelles ont encore un avenir devant elles, puisque on connaît déjà les mots-clés. Donc quand on n'a pas de data, on peut quand même mettre des mots-clés que nous, en tant qu'humains, on sait qui vont être rentables, intéressants. Donc ça guide déjà un petit peu l'intelligence artificielle. D'ailleurs, même si vous êtes un gros annonceur, il est possible que vous n'ayez pas de data. Donc ça fera toujours sens. Voilà. Ensuite, malgré tout ça, donc, il faut bien garder en tête que le cookie-less arrivant, il va falloir songer à bien travailler toutes vos données, quelles qu'elles soient, bien mettre en place ce qu'on s'est dit un peu plus haut, le consent mode V2 et le server-side, le but étant de maximiser la remontée de données que vous pourriez avoir pour Google Ads. Donc là aussi, retenez le fait de pouvoir connecter votre CRM, PRM à l'outil, ça va être très important. Si jamais Google peut vous aider, si jamais vous avez besoin d'aide, on est aussi là pour ça. Voilà, donc cette conférence est terminée. On laisse un petit peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas. Je suis sûr qu'il y en aura. J'espère. Ou alors j'ai été très clair. Merci. Bonjour. Vous avez évoqué Consent Mode à l'instant. Vous n'avez pas évoqué Enhance Conversion et la liaison entre Consent Mode et Enhance, et notamment la distinction entre le paramétrage basique et avancé et les impacts. Alors, pour le suivi avancé des conversions, en fait, si vous n'avez pas activé le Consent Mode V2, et ben, du coup, en fait, vous le perdez, tout simplement. Vous ne pouvez pas récupérer l'email de l'utilisateur. Donc, dans les deux modes, en fait, vous le perdez. Ouais. En basique et en avancé. Ouais, effectivement. Malheureusement. Malheureusement, mais oui, ça, le consent mode, ça va être, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vraiment, notez-vous la tâche, parce que 20% de conversion en moins, ça va se sentir à la fin du mois sur le reporting. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors c'est vraiment l'année de la data sur Google Ads 2024. Donc la data, quand on parle data, nous on parle de bien nourrir l'algorithme, parce que data, vous allez entendre ce mot à tort et à travers. Donc nous, quand on parle de data pour Google Ads, c'est de nourrir l'algorithme. Ça va être surtout tout ça. Et je sais que ça peut être flou pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est le moment. Bonjour, merci pour la conférence déjà. Bientôt, on va refaire notre site. Je travaille pour un e-commerçant et bientôt, on va faire une refonte qui est plutôt graphique. Donc, le design va changer, mais le fonctionnement du site en lui-même, les URL, etc. ne vont pas changer. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur mes campagnes, du coup, PMax et autres ? Alors, en fait, ça va dépendre, oui. Effectivement, si l'aspect graphique est mieux fait, ça va augmenter le taux de conversion. Et forcément... Comment ? C'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif. Donc, forcément, ça va beaucoup impacter les campagnes. De toute façon, l'équation de la vente, c'est le trafic, l'offre et la page de vente. Si on amène le meilleur trafic, si ça ne convertit pas, on ne peut rien y faire. Donc le taux de conversion va aider en fait à non seulement augmenter les conversions, la donnée et nourrir les campagnes, forcément, et ça va forcément améliorer le retour sur investissement. Ouais, okay, ouais, c'est ce que je me disais, mais je me demandais s'il y aurait peut-être des variations, je sais pas, quelque chose, perturbation dans le tracking. Là où il faut être vigilant, c'est le tracking. C'est l'exemple du gestionnaire de compte de LinkedIn dont je parlais au début. Si vous touchez au tracking, ça efface un peu l'algorithme de Google Ads, là par contre. Non, normalement c'est bon, on a mis le consent mode V2 justement il y a pas longtemps et le tracking a été revu. Donc faut être hyper vigilant à ça. Franchement, le tracking c'est devenu le nerf de la guerre. Après, si c'est juste, clairement, si c'est juste du design, il n'y aura pas de problématique. Attention au SEO aussi, parce que souvent quand il y a des refontes de sites, le SEO se casse la tronche parce que les développeurs ne sont pas des experts SEO.
et ils ne regardent pas la même chose. Et j'ai eu beaucoup, malheureusement, dans ces 10 dernières années, Je travaillais en agence avant côté SEO et c'est vrai que c'est une grosse problématique. Le SEA est moins impacté pendant une refonte, mais le SEO, aïe aïe aïe. J'ai une autre question, si je peux encore, désolée. Récemment, j'ai eu un problème de Google Shopping. En fait, tous mes produits ont été exclus dans tous les pays pour misrepresentation, donc un problème qui disait qu'on était fake, qu'on n'était pas notre marque, qu'on se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Depuis, le problème a été levé. Apparemment, c'était une action d'un bot qui a un peu fait du zèle. Mais depuis, j'ai du mal à retrouver des performances et j'ai du mal à faire en sorte que mes campagnes rediffusent comme avant, qu'elles dépensent leur budget quotidien. Elles ne diffusent pas, en fait. Du coup, si vous avez des tips ou si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation. Oui, en fait, ça arrive assez souvent. Alors, généralement, pour lancer une campagne, après, ça dépend s'il y a un ROI cible ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais donc ou un CPA cible, ça dépend des campagnes. Ouais. Donc, généralement, quand on a des petites problématiques comme ça, la première chose, c'est d'exclure les données sur le compte, sur la période où il y a eu une problématique. Okay. Ça, c'est une possibilité sur 14 jours. Okay. Et ensuite, c'est de retirer le CPA cible ou le ROI cible pour lancer la machine. Okay. Alors là, ça va dépendre un petit peu. Effectivement, faut maîtriser un peu le budget. Et ensuite, une fois qu'elle est repartie, remettre un ROS cible. Okay. Ça, c'est des pratiques. L'exclusion des données, c'est dire, bon, t'oublies tout ce qui s'est passé là pendant les 14 jours. Ouais. M'efface pas mon historique d'algorithme et reviens, s'il te plaît, à... Ça, c'est pas mal. Okay. Ouais. Et ça a duré combien de temps, précisément 6 jours. Ouais, mais c'était il y a quelques temps déjà. Donc je ne sais pas si je peux exclure les données encore ou pas. Je vais regarder. Bon, ça vaut le coup de le faire quand même. Ouais. Il va falloir réouvrir un petit peu, il va falloir redonner un peu de data, malheureusement, à l'algo. Donc là, vous allez avoir un ROI qui sera moins sympa pendant quelques temps. Mais d'où ma question. Ça marche. Merci. Merci. Bonjour, j'avais une question. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de protection des données, etc. Comment est-ce que vous voyez la suite au niveau de la législation européenne qui bouge beaucoup et qui encadre énormément l'IA de plus en plus et la protection des données? Je travaille dans une entreprise où on a interdiction d'utiliser la donnée de nos utilisateurs, donc forcément tout ce qui est mettre le CRM dans Google, c'est impossible pour nous. Comment est-ce que vous voyez la suite de ces évolutions et la législation de l'IA aussi par rapport à la création d'images et autres? Bon courage déjà, parce que non, honnêtement, alors, le plus raisonnable, ça serait que le dirigeant se dise que la data first party, il faut l'exploiter. Ça serait vraiment le plus raisonnable, parce que sinon, je ne lui annonce pas un bel avenir pour ses campagnes publicitaires, malheureusement. En tout cas pour Google Ads. Alors s'il ne veut pas connecter le CRM, il y a toujours la possibilité d'importer des fichiers, mais j'ai l'impression que voilà, c'est un non, c'est un no-go. Donc là, moins on nourrit l'algorithme, plus on va dépenser. Donc c'est un parti pris. Il peut, en fait, on va arroser très large, et l'outil Google Ads, l'algorithme, lui va aller piocher partout. On pourra moins être ciblé, c'est-à-dire on pourra moins aller chercher des high value customers, vraiment ceux avec la bonne LTV. Donc à lui de voir, tant pis. Voilà, moi je pense que les grands gagnants en 2025 seront ceux qui vont utiliser des données qu'ils ont dans leur CRM. Ça c'est une évidence. Ensuite, pour l'évolution de l'IA et des images, c'est une bonne question, parce qu'on voit vraiment quand même beaucoup de choses de fake qui arrivent, etc. Bien malin celui qui a la réponse. Moi, je pense que Google, de toute façon, se met au diapason très rapidement. Donc tout ce qu'on va utiliser avec Gemini, comme on l'a vu, qui va nous créer des images et des vidéos, quelque part, on sera pas forcément responsable d'un point de vue légal, puisque Google va faire le pont entre les deux et va nous assurer, entre guillemets, que ça va piocher dans sa bibliothèque publicitaire de vidéos ou d'images. Donc a priori, on serait au carré là-dessus. Après, toutes les images qui vont être créées par Google auront un label pour identifier que c'est bien une IA qui a fait l'image. Ouais. L'authenticité. Après, sur le cadre légal, encore une autre question, ça. J'y suis pas. Ouais, je pense que personne ne sait. Si quelqu'un a la boule de cristal là-dessus, je prends l'info. À suivre. Ouais. Mais il faut vraiment le convaincre, le disant d'utiliser les data first party. Dites-lui qu'il m'appelle, qu'il soit raisonnable, parce que c'est dommage, ça me fend le cœur. Mais voilà, s'il y a quelque chose à retenir là aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et il faut communiquer vos infos à Google. On va arrêter de leur donner de l'argent à tort et à travers. On va vraiment se focaliser sur ce qui est rentable pour nous en tant qu'entreprise, quoi.
Après, on a aussi beaucoup parlé d'Analytics 4 pour la gestion d'audience. Mais du coup, ce que Jonathan n'a pas forcément précisé, c'est qu'il faut aussi un compte bien paramétré avec les événements pour pouvoir ensuite créer nos propres audiences personnalisées, les réinjecter ensuite, refaire du remarketing, les injecter dans les performances max. Enfin, il y a énormément de choses à faire, en tout cas sur Analytics 4, et voilà, ça fait partie de la donnée first party dont parlait Jonathan. C'est des avantages clairement concurrentiels. Aujourd'hui, quand on fait des audits, maintenant, on en voit très peu en fait des comptes avec du GA4 intégré, et c'est vrai que ça devient le plus important en vérité. Ouais. Pour l'IA, quoi. On a beaucoup de clients qui font des formations. Donc nous, on a l'agrément Calliope, donc ça peut être financé jusqu'à 100% chez AdPremier, mais beaucoup ont fait la formation GA4 en ce sens chez nous, pour vraiment aller un peu plus loin, la configuration, les listes d'audience, etc. Donc c'est un plus. Oui, quels sont les CRM qui sont le plus Google friendly? Alors celui qu'on entend le plus parler, c'est HubSpot. Ouais, c'est le meilleur, avec Salesforce, c'est en tout cas les deux qui sont les mieux intégrés à Google Ads. Avec ces CRM-là, on peut très facilement intégrer des conversions hors ligne et créer des audiences automatisées, c'est assez simple. Alors il y a des forfaits, alors on sait que Salesforce, tout ça, HubSpot, ça peut vite chiffrer mensuellement, mais il y a des forfaits qui sont, voilà, qui font que ça peut être accessible pour tout le monde, quoi. Mais oui, là, l'enjeu pour ceux qui n'ont pas encore de CRM, PRM, faites-le, ouais, parce que ça va être déterminant de le lier à votre compte Google Ads. Après, il y a toujours la possibilité de le faire avec un Google Sheet, notamment pour intégrer des conversions hors ligne, c'est-à-dire des conversions des personnes qui ont réellement transformé et donner cette indication-là à l'algorithme plutôt que des prospects qui n'ont pas forcément transformé, qui ne sont pas quali. Donc ça, il y a des possibilités de le faire avec un Google Sheet et de le connecter directement dans Google Ads. Il y a juste ensuite à renseigner les emails ou le GClead directement dans le Google Sheet et ensuite l'intégrer dans Google Ads. Google Ads va ensuite le matcher avec l'annonce sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Et ça permet ensuite d'optimiser déjà pour nous, d'un point de vue gestionnaire, mais également pour l'algorithme. Sur Performance Max, on a un petit peu plus de visibilité, de lisibilité sur l'acquisition qu'on peut faire via la notoriété, via les mots-clés marques. Est-ce que vous avez une conviction sur l'exclusion à faire, possiblement, sur le besoin d'apprentissage complet? Sur l'exclusion de marque des Performance Max, c'est ça? Oui, voilà, ouais. De la notoriété issue de... Et marques au sens là. Alors, c'est un peu touchy aujourd'hui. Ce que je vois beaucoup, en fait, c'est la problématique, c'est si vous retirez la marque sur la Performance Max, vous laissez le champ libre aux concurrents. Notamment, alors je le vois beaucoup, c'est en e-commerce. Si vous retirez la marque et que c'est la Performance Max qui fait des shopping, vous laissez un boulevard à tous les concurrents qui vont se placer sur votre marque en shopping. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est exclure la branding de la Performance Max, mais faire des campagnes dédiées pour la branding, en recherche et en shopping. C'est l'une des meilleures recommandations à faire. Après, ça va dépendre aussi de la donnée. Généralement, moi, je laisse la branding s'il n'y a pas suffisamment de budget ou de conversion, surtout au début, pour que la Performance Max puisse aller chercher les bonnes audiences. Avec la branding, c'est assez simple, c'est la meilleure donnée qu'on puisse avoir. Et ensuite, je recommande ensuite, si on a suffisamment de données et de budget, de partir sur d'exclusion de marque de la PMax, pour ensuite créer des campagnes de branding à côté, en parallèle. Je trouve ça toujours intéressant aussi de dissocier le branding de l'acquisition, parce que vous pouvez voir où en est votre notoriété. Moi, je me rappelle sur des comptes clients, je leur disais attention là, parce qu'on te cherche de moins en moins, là tu fais de moins en moins d'actions, attention, ton inertie de marque est en train de se casser la tronche. Donc c'est aussi pas mal de penser à tout ça. Ça marche, merci. Bonjour à vous. J'ai une petite question. Quand nos sites ont été hackés il y a à peu près un an et qu'on parle d'audience,
Donc on a fait l'expérience et on s'est retrouvé avec des campagnes, avec des acquisitions dans tous les pays du monde, alors qu'on est 100% français. Notre clientèle est française. Et donc je voulais savoir quelles étaient éventuellement les solutions et quel est le délai. Parce que bon, ça remonte à peu près un peu moins d'un an, on va dire 8 mois. On a tout remis d'aplomb, on a tout recréé des campagnes, etc. Mais dès qu'on veut mettre la nouvelle solution, on se retrouve avec des acquisitions internationales, alors que voilà. Incroyable. Voilà. Donc on avait Google directement, mais ils nous ont dit effectivement que c'était lié à notre audience que nous avons eue et notre attaque. Là, dès que vous refaites une campagne, ça ouvre à l'international. Alors, pas des campagnes avec des mots-clés traditionnels, mais dès qu'on a voulu mettre la campagne Max, là, ça a été carnaval. Mais ça, on peut exclure peut-être certains pays où... Oui, en fait, il faut gérer le ciblage de la zone géographique. À la mano. On ne s'y attendait pas, en fait, sur le coup. Parce qu'on ne s'est pas dit, 8 mois après, on va se retrouver avec une lecture. Donc, Alors après, il y a aussi un petit piège dans toutes les campagnes. Vous allez sur les options de zone géographique. Et en fait, dans ces options, vous avez le choix entre soit présence ou intérêt, soit présence. Et par défaut, c'est présence ou intérêt. Ce qui veut dire que si vous ciblez même la France, en fait, des gens qui ont l'intérêt qui se situe, je ne sais pas, en Thaïlande, en fait, vous allez diffuser ces annonces-là. Donc il faut faut toujours cocher en fait la partie juste présence dans les paramétrages, qui est assez bien caché aussi. Google s'amuse aussi à cacher ce genre de choses. Mais du coup, oui, je pense qu'il faut revoir aussi le paramétrage de vos campagnes. Ouais, si là, ça fait plus d'un an en plus. Ouais, c'est assez étonnant. Ça fait 8 mois. Ouais, voilà. 8 mois, mais ça a été récent, là, ça a été il y a un mois. Donc c'est pour ça que... Écrivez, nous, on fait des audits aussi, donc écrivez-nous, on regardera ça plus attentivement. Très bien. C'est intéressant. Puis après, nous, l'avantage qu'on a aussi, c'est que maintenant, le support Google réduit un peu la masse salariale, donc on a de moins en moins accès à des techniciens chez le support Google. Donc les agences partenaires premiers sont une des seules à encore avoir des techos dédiés, où on peut avoir des réponses. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué pour les annonceurs, malheureusement, d'avoir des réponses claires dans ce sens-là, quoi. Je suis sûr que ça va s'arranger. Oui, Opso. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais. Bonjour. J'ai une question par rapport justement au CRM, les listes de clients qu'on peut intégrer à Google Ads. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la RGPD du fait de donner nos fichiers clients à Google? Alors, non, parce que la donnée est hachée. Dès que vous intégrez en fait des listes de clients, par exemple, des emails, c'est tout de suite haché par Google, donc il ne sait pas forcément, mais il va juste matcher. Donc, en fait, tant que votre liste client, vous l'avez eu légalement, ça vous appartient, il n'y a pas de problème. Voilà. Votre data first party, quoi. Ok, ça marche, merci. Plaisir. Avant d'aller manger, quelques questions encore? Il y en a une. Pour ceux qui n'auront pas eu le temps de poser des questions, qui ont vraiment des questions très tech et qui veulent qu'on voie ça de manière approfondie, revenez vers nous. On vous offre un audit. On regardera ça un peu plus longuement. Oui, bonjour. Moi, j'ai Bonjour, juste la question, en fait, c'est vous avez parlé de Consent Mode et je voulais savoir si vous intégriez dedans Enhanced Conversion, la différence par rapport à l'impact au niveau de J'ai pas entendu, pardon. Si on a intégré Enhanced Conversion. Oui. Du coup, vous voulez que je réexplique cette partie-là? Non, c'est juste quand vous parlez de Consent Mode, est-ce que vous intégrez dedans Enhanced Conversion ou est-ce que nous, par exemple, on a intégré Consent Mode B2 et là, on se pose la question pour Enhanced Conversion en fait. Alors, le suivi avancé des conversions, ou Enhanced Conversion, c'est quelque chose c'est autre chose en fait. L'idée en fait, c'est de traquer l'email ou le numéro de téléphone de la personne qui va remplir un formulaire ou acheter sur la page de remerciement. Donc ça permet d'augmenter le nombre de conversions, le taux de matching et d'éviter des pertes et donner aussi des données à Google. Alors, si après vous n'avez pas le Consent Mode V2, ça c'est annulé. C'est ce que je disais à la personne qui était là tout à l'heure. Donc aujourd'hui, si vous avez le Consent Mode V2 avec les deux paramètres Ad Personalization
et add user data, c'est add user data justement, qui est bien paramétré. Du coup, cette fonctionnalité-là que vous avez mis en place va fonctionner. D'accord. Voilà. Par contre, ça ne fonctionnera pas si tout sera perdu en fait. Si le consent mode V2, pour rappel, si celui-ci n'est pas installé, eh bien vous perdez les audiences de remarketing, enfin toutes vos audiences. En fait, vous allez perdre au fur et à mesure toute l'audience que vous avez accumulée. Et puis cette fameuse problématique de nudge conversion et puis la personnalisation aussi des annonces. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur une performance max, vous faites du shopping, une personne va cliquer sur un produit, va visiter, je ne sais pas, une fiche produit quelconque, il peut être retargeté sur le produit qu'il a vu. Et ça c'est la personnalisation des annonces, par exemple. Et ça, potentiellement, vous pouvez le perdre aussi. Voilà. D'accord. Merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe un outil ou des outils si on veut s'assurer que justement le consent mode V2 a été bien installé y a Google Tag Manager, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi le voir en allant en inspectant aussi le code du site. Il doit y avoir également des extensions de Chrome pour pouvoir le faire. Ça à vérifier. Moi, la méthode que j'utilise, clairement, c'est Tag Manager. Donc, on installe tout avec Tag Manager. C'est propre, c'est bien fait. Et puis ensuite, on fait le test. Et on voit si les balises se déclenchent correctement et si les paramètres sont bien en denied avant d'activer pour ensuite, une fois qu'on l'active, le mettre en granted. Voilà, c'est un peu technique, mais en gros, on peut le voir de cette manière. Ça reste très tech. Hein. Donc le mieux encore, c'est de prendre contact avec un expert. Si vous avez des doutes, vous nous appelez et puis on peut vous le faire en 2 mots. Ouais. C'est super gentil. Malheureusement, on va devoir terminer. Oh. C'était bien. Est-ce qu'on peut vous Merci à retrouver sur le salon? Il y a un stand qui vous... Non, on n'a pas de stand. Donc vous avez le QR code, mon mail et le numéro de téléphone de l'agence. S'il reste des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous, appelez-nous et on sera un plaisir d'y répondre. C'était super. Merci beaucoup. Merci. Merci.